Les podcasts du Figaro. C'est à l'été 2022, le 9 août très exactement, que j'ai ouvert pour la première fois Écarlate de Christine Pawlowska. Il se trouvait en arrière-plan d'une bibliothèque, invisible, dissimulée, et tout indiquait qu'il avait été oublié là depuis très longtemps. Son papier était jauni, sa couverture craquelée. Il avait l'air fragile. En haut de la première page était inscrit à l'encre bleue une date, novembre 1974, et un nom, Dany, qui n'était pas celui de la propriétaire de la maison. J'apprendrai plus tard que le livre lui avait été prêté à l'époque par une amie comédienne. Elle ne l'avait jamais rendu et personne ne l'avait lu depuis. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson, publié aux éditions du Sous-Sol. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Dans ce podcast, je défriche la rentrée littéraire, je lis pour vous le meilleur de ce qui est publié, je vous livre mes coups de cœur et fais venir les écrivains pour en discuter. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un excellent livre avec son auteur. Bonjour Pierre Boisson. Bonjour Alice. Vous publiez Flamme, Volcan, Tempête, un livre enquête fascinant et bouleversant dans lequel vous revenez sur l'histoire de Christine Pawlowska. On est en 1974. La jeune femme a 22 ans, elle publie son premier roman Écarlate. Un court récit, brutal, poétique, incandescent, dans lequel elle parle de son adolescence, de ses insomnies, de sa mère qu'elle adore autant qu'elle déteste, et de la violence de la passion amoureuse. Avec ce livre, Christine Pawlowska devient un vrai phénomène. Encensée par Mauriac, adoubée par la critique et par le public, elle est une vraie comète. Et puis plus rien. Du jour au lendemain, elle a disparu du paysage littéraire. Pourquoi ? Qu'est-elle devenue ? Et qui était-elle ? C'est tout l'objet de votre livre qui se dévore comme un roman noir. Alors Pierre Boisson, vous êtes journaliste. On vous connaît notamment comme le co-auteur de ces incroyables enquêtes sur Xavier Dupont de Ligonnès qui ont paru dans Society et dont vous êtes le rédacteur en chef. Ici, vous vous lancez dans une autre enquête, cette fois-ci littéraire, à propos d'une auteure disparue, donc Christine Pawlowska. Comment est-ce que vous avez été amené à écrire sur cette illustre inconnue ? Ce dont je parle dans l'Incipit, finalement, c'est la première découverte, c'est ce livre au fond d'une bibliothèque. Il était au 2e rang de la bibliothèque. Et c'était un été où j'avais besoin de lire parce que j'ai un petit réflexe personnel qui est de compter le nombre de livres que je lis chaque année. Et il se trouve que je venais d'avoir une petite fille et que j'avais peur de pas lire suffisamment de livres cette année-là parce que j'essayais toujours d'en lire un de plus. Donc je prenais, en fait, tous les livres les plus courts de la bibliothèque. Et je les avais déjà tous lus et j'ai découvert qu'en arrière-plan, il y avait d'autres livres. Donc j'ai pris cette Écarlate de Christine Pawlowska dans la collection du Mercure de France et j'ai tout de suite été subjugué par l'écriture, la violence du texte, son côté romantique, passionnel et en même temps très lucide sur la vie, sur l'analyse des relations mère-fille, sur ce qu'elle dit par exemple du sacrilège, son rapport au mysticisme, à Dieu. Ça m'a emporté. Et mon premier réflexe a été un réflexe de lecteur. J'ai simplement voulu lire le 2e livre de Christine Pawlowska. Et donc j'ai cherché ce 2e livre, j'ai constaté qu'il n'existait pas, j'ai constaté qu'il n'existait rien, aucune trace de Christine Pawlowska. Et je me suis posé une question peut-être de journaliste, mais aussi une question, je pense, de lecteur. Pourquoi Christine Pawlowska a-t-elle cessé d'écrire ? Et c'est tout l'objet du livre. Et donc on le sait, la postérité elle est cruelle, on retient des auteurs plutôt que d'autres. Et en ressuscitant Christine Pawlowska, forcément la première question qu'on se pose c'est pourquoi elle ? Si on commence à déterrer ou du moins ressusciter des auteurs, jusqu'où on s'arrête, comment choisir les auteurs qu'on peut ressusciter ? Alors moi, je n'ai pas choisi Christine Pawlowska, elle m'est un peu tombée dessus. Parce que je ne m'attendais pas à cette découverte. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur elle, au fond, je n'envisageais pas d'écrire un livre. Je voulais simplement assouvir une curiosité personnelle. Et puis, petit à petit, j'ai découvert des fragments de sa vie extrêmement romanesques. J'ai retrouvé ses enfants. Ses enfants m'ont donné des lettres qu'elle avait écrites à sa mère, à d'autres personnes. Et là, j'ai eu l'impression que j'étais
responsable d'une certaine façon de transmettre et d'écrire cette trajectoire, de raconter sa vie. Donc moi, j'ai pas choisi parmi toutes les autrices oubliées, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup trop, une infinité. J'ai pas choisi Christine Pawlowska parmi d'autres parce que c'était la meilleure. Elle m'est tombée dessus. Je pense que chacun doit faire son travail, chacun et chacune doit faire son travail aujourd'hui pour redécouvrir que c'est quelque chose de crucial et que beaucoup de personnes sont en train de le faire aujourd'hui. Et que c'est un peu comme s'il y avait une bibliothèque, je sais plus qui dit ça, mais que la redécouverte du patrimoine littéraire, c'est comme avoir une bibliothèque qui pivote sur elle-même, une bibliothèque un peu magique, dans laquelle on découvre qu'en fait, il y a la moitié des livres de cette bibliothèque qu'on n'a jamais lus. Et c'est le monde de génial. Narnia. Vous parliez justement de trajectoire fulgurante. Et c'est vrai qu'au tout début du livre, donc Christine fait un vœu, une profession de foi même. Elle dit « Jamais, jamais je ne deviendrai adulte ». Et donc, elle a mené une vie totalement rocambolesque. Je ne vais pas trop en parler, mais elle a fréquenté des voyous, des assassins. Elle a d'ailleurs manqué de tuer, elle aussi, de se tuer également. Elle a été avorteuse, kidnappeuse, tenancière de bar. Et à chaque fois qu'elle a tenté de s'assagir, en fait, on comprend qu'elle est revenue à sa révolte, sa cavale métaphysique. Elle a été incapable de s'arrêter, un peu comme une allumette. Elle a cramé sa vie. Et avec votre enquête, on a l'impression qu'elle a bien tenu sa promesse, si tant est qu'on soit d'accord un peu sur la définition d'adulte. Elle n'est jamais devenue adulte. Je le dirais pas autrement. Effectivement, je pense qu'elle a voulu vivre absolument. Ce qu'elle avait gravé sur les murs de sa chambre, c'était une citation du Caligula de Camus. Elle ne voulait pas d'une vie modérée, raisonnable, où finalement on fait attention à ne pas trop souffrir, mais du coup où on n'est jamais très heureux. Elle voulait pas être sage. Elle voulait pas être sage, elle voulait vivre des émotions très très fortes. C'est ce qu'elle a fait. Et je pense que ça lui a coûté énormément, mais que ça a aussi densifié sa vie, qu'il n'y a pas une seule personne qui ont été proches de Christine Pawlowska que j'ai rencontrée lors de mon enquête et de mon travail, qui aujourd'hui ne sont pas encore magnétisés par cette femme. Elle est morte il y a 30 ans, et 30 ans après, les personnes en parlent comme si elle continuait d'être autour d'eux. C'est assez impressionnant. Au moment où j'ai terminé le manuscrit, je l'ai envoyé sans titre à l'éditeur parce que j'arrivais pas à trouver un mot ou une manière de définir Christine Pawlowska parce que justement elle me paraissait impossible à résumer et je voulais pas lui coller une étiquette non plus qui aurait été un rapport de force de l'écrivain à elle alors qu'elle est décédée et je pense que ça m'aurait donné trop de pouvoir sur elle. Donc j'ai relu Écarlate. Avec un œil différent, évidemment, puisque maintenant je connaissais Christine bien plus qu'au moment de ma première lecture. Je l'avais relu plusieurs fois, mais je l'ai relu d'un œil vraiment neuf. Et à un moment, elle rencontre un poète espagnol, il passe une nuit d'ivresse et d'amour. Elle est à ses pieds sur un banc dans un jardin public, c'est une image extrêmement littéraire, et elle dit qu'elle est assaillie de paroles violentes qui lui sortent de la gorge, et elle l'écrit « J'aurais voulu être flamme, volcan, tempête ». C'est de là d'où vient le titre, et je pense que c'est vraiment ce qui a conduit sa vie. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, elle n'est jamais devenue raisonnable et elle est devenue ce qu'elle est, d'une certaine façon, ce qu'elle aspirait à devenir depuis qu'elle était très jeune, flamme, volcan, tempête. Et moi, ça me fait penser qu'à sa lecture, j'ai eu envie de flamme, volcan, tempête. Ça m'a fait penser à 3 personnages, enfin 3 auteurs. Albertine Sarrazin, Sylvia Plath et plutôt un personnage Roquentin de la nausée, parce qu'à un moment donné dans son livre Écarlate, elle dit qu'elle a la nausée, il y a une nausée existentielle. Elle a une espèce de filtre gris, un filtre de dépression totalement. Elle le subit, elle le vit. Et ça m'a fait penser à ces 3 entités qui se disséminent, qui sont là dans l'enquête et dans le livre de Christine Pawlowska. La nausée était un de ses livres préférés, je crois. Voilà. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle n'a écrit qu'un seul roman. Mais à travers votre livre, et vous l'écrivez assez tôt, on comprend que si elle n'a publié qu'un seul roman, elle a continué à écrire, de la poésie notamment, que vous publiez au fil des pages. Mais est-ce que vous pensez que, comme beaucoup d'auteurs d'un premier roman fulgurant, elle s'est d'une certaine manière brûler les ailes en écrivant Écarlate? Je pense qu'elle a écrit Écarlate à la fois parce qu'elle en avait besoin et pour survivre à ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent, et que c'était un geste de survie aussi, et c'était une manière de détricoter ce qui s'était passé dans son adolescence, et que d'une certaine façon, là, il y avait toute cette matière-là qu'elle a utilisée pour Écarlate. Ensuite, je pense qu'elle s'est brûlé les ailes, mais plus comme une poétesse que comme une écrivaine. Ce que je raconte à un moment dans le livre, c'est que l'un de ses fils entendait le bruit d'une machine à écrire le dimanche. Il s'est souvenu de ça à un moment dans nos discussions. Et peu après, j'ai retrouvé les poèmes qu'elle écrivait. Donc je pense qu'elle continue à écrire, et je pense que ce qu'elle mettait et ce que mettent certaines poétesses et certains poètes pour accéder
à ce qu'est la poésie et essayer de regarder le monde avec un regard de poète, je pense que c'est très dangereux. Je pense que c'est pas facile et que ça te demande de s'ouvrir le cœur en deux, vraiment littéralement, de se mettre en danger physiquement et mentalement. Et je pense qu'elle a fait ça. Je pense qu'elle a joué le jeu de la poésie à 100% pour écrire Écarlate, qu'elle a continué à le faire après, mais que c'était trop dur et qu'elle n'a pas écrit après parce que sa vie était une vie de poétesse. Oui, c'est ça. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait de sa vie une œuvre poétique et que finalement, l'écriture, c'était sa vie entièrement, finalement? Ouais. Surtout que sa vie est complètement rocambolesque, c'est ce que je disais juste avant, mais c'est absolument faux. Quand on lit l'enquête, on est absolument émerveillé et époustouflé, et en même temps, il y a des moments terribles qui lui arrivent et on se dit c'est du cinéma. Il y a un très bon film où il y a cette réplique qui est « La vie du poète et son œuvre, l'œuvre du poète et sa vie ». On peut résumer Christine Pawlowska à ça. Ce texte est une enquête sur donc Christine Pawlowska, on l'a compris, non pas pour la retrouver, mais pour la ressusciter, c'est ce que vous écrivez. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez maintenant pour elle? C'est quoi la suite à cette histoire? Est-ce qu'il va y avoir un documentaire? Est-ce qu'il va y avoir un film? Qu'est-ce que vous aimeriez en tous les cas pour elle? Alors déjà, ce qui existe, c'est que en même temps que mon livre sort une réédition de Christine Pawlowska de Écarlate. C'est déjà l'avenir, si on veut, dans le sens où quand j'ai présenté mon projet de livre et d'enquête sur Christine Pawlowska à Adrien Bosc des éditions du Sous-Sol, il m'a dit « Amène-moi un exemplaire d'Écarlate du Mercure » parce qu'il était introuvable et que par ailleurs je les avais tous achetés, quasiment ceux qui étaient disponibles. Oui. Donc il l'avait pas lu, donc je lui ai amené et en fait il m'a dit que le projet l'intéressait mais qu'il pouvait pas le faire si Écarlate lui plaisait pas parce qu'il pensait que les deux devaient ressortir ensemble. Donc je me disais mince, quand j'ai lu le livre, peut-être que j'ai été sous hormones et peut-être que je me suis trompé en fait. Peut-être que c'est difficile d'être sûr d'un choix littéraire. Moi, j'avais été transpercé par ce texte, mais je ne savais pas si d'autres le seraient. Et Adrien Bosc l'a été, et plein d'autres aussi, je l'ai appris par la suite. Et donc aujourd'hui, en fait, l'avenir, il est peut-être déjà là. C'est que le Sous-Sol réédite Écarlate de Christine Pawlowska. Et pour moi, c'est un geste politique, c'est un geste littéraire, c'est un geste extrêmement fort et indispensable. On ne peut pas publier un texte sur une écrivaine oubliée et renforcer cet oubli en la rendant indisponible. Voilà, moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que des gens lisent Écarlate. Je pense que des adolescents et des adolescentes devraient lire Écarlate parce que c'est un grand roman sur l'adolescence. Je pense que des adultes doivent lire Écarlate parce que c'est aussi un grand roman sur ce qu'est le fait de devenir adulte. Et je pense que pour ces fils qui ont jamais, je pense, totalement pu faire le deuil de leur mère, en partie parce que elle continue d'être oubliée, c'est important que ce texte existe aujourd'hui et qu'il soit lu. Quand j'ai rencontré Nicolas pour la première fois, L'un des deux fils. Sur sa desserte où on laisse ses clés à l'entrée de son appartement. C'était une petite table avec un tissu jeté dessus et au moment où je suis parti de chez lui, il a enlevé ce tissu et il y avait 200 livres de sa mère qui formaient cette table basse. Et en fait, il les donnait aux gens qui passaient. Et je sais qu'aujourd'hui, il s'en est débarrassé de ces 200 livres. Il en a mis dans des bars, il en a mis dans des bibliothèques, il n'en a pas vendu un seul. C'est les livres qu'il avait récupérés de la réédition. Il n'a jamais voulu vendre un livre de sa mère. Il voulait les donner parce qu'il pense que sa mère doit être lue. Et c'est ce que j'espère pour lui et pour tout le monde. Dans quel sens il faut le prendre? Est-ce qu'il faut lire Écarlate d'abord ou votre enquête Flamme, Volcan, Tempête? Terrible question, n'est-ce pas? Terrible question parce que j'ai pas de réponse. J'apporte des réponses différentes à chaque fois qu'on me la pose. Ah bah formidable. Et aujourd'hui, que disent les hormones? Aujourd'hui, les hormones disent « Je commencerai par Écarlate si j'ai une sensibilité à la poésie, à la littérature, au rapport mère-fille. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce livre et qu'on peut le lire avec un regard vierge et ensuite découvrir la vie de Christine Pawlowska, mais que ce sont deux objets indépendants et qui peuvent être lus séparément. Ouais, je pense pas qu'il y ait une bonne manière de commencer. J'attends d'avoir des retours sur la question. Et on verra la suite. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pawlowska, publié aux éditions du Sous-Sol. Merci Pierre Boisson. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt.